On m'a demandé de parler de la contribution des médecins juifs à l'histoire de la médecine. En fait, j'ai été amené à écrire plusieurs livres d'histoire de la médecine sur des sujets variables, en particulier aussi bien l'histoire de la Shoah. Mais on m'a demandé de faire un livre chez Masson dans la série des abrégés. C'est un abrégé qui est beaucoup utilisé par les étudiants en médecine en province, d'histoire de la médecine. Et le deuxième, c'est l'histoire de la médecine pour les nuls. Et à l'occasion de l'écriture de cet ouvrage, comme toujours, j'ai une façon très particulière de travailler. C'est-à-dire que quand j'ai un sujet qui m'intéresse, et grâce à l'informatique, je mets le petit passage qui m'intéresse et je le mets de côté. Et en travaillant sur l'histoire de la médecine pour les nuls, j'ai vu que finalement, la part des médecins juifs était très importante dans l'histoire de la médecine. Mais il n'était pas question que je fasse un chapitre tout à fait entier là-dessus. Donc voilà. Le début de l'histoire de la médecine pour les nuls, en fait, j'ai vu l'histoire de la maladie de François Ier. Alors, François Ier a eu probablement une syphilis, a contracté la syphilis avec une jeune femme et il n'y avait pas beaucoup de traitement, autrement dit, il n'y avait pratiquement aucun traitement. Et en fait, François Ier, qui était un bon roi bien chrétien, antisémite, a dit « Trouvez-moi un médecin juif ». Alors, il a envoyé une lettre à Charles Quint, qui était son ennemi intime, en lui disant « Trouvez-moi un médecin juif ». Alors, Charles Quint, qui régnait en particulier également sur l'Espagne, lui a trouvé un marane, un juif pseudo-converti ou converti, on ne saura pas. Et il arrive, il voit François Ier. François Ier se fait examiner et lui dit « Mais est-ce que vous n'en avez pas marre d'attendre le Messie ?» Et le type, il dit « Non, mais moi, j'attends personne, je suis catholique. » Et là, ça a mis en fureur François Ier qui a dit « Mais non, mais moi, j'ai demandé à un médecin juif, je n'ai pas demandé à un converti. » Donc, du coup, il va demander à Soliman le Magnifique, à Constantinople, de lui envoyer un médecin juif. Alors, c'est assez intéressant, cette histoire de médecin juif, parce que quand vous êtes médecin, vous apercevez que être juif, on peut le dire, et ça, s'il y a des médecins dans la salle, être juif, c'est une valeur ajoutée pour certaines personnes. Et en particulier pour les malades, les patients musulmans, qui ont l'impression qu'un médecin juif a une valeur ajoutée. Alors, est-ce que c'est vrai, faux? En tout cas, c'est vrai qu'il y a des vieux fantasmes comme ça. Bah, si vous allez vous trouvez peut-être qu'un bougna auvergnat est meilleur qu'un bougna normal, qu'un déménageur savoyard est meilleur qu'un déménageur normal. Mais c'est vrai, il paraît que les médecins juifs ont une valeur ajoutée. En tout cas, vrai ou faux, en tout cas, le pauvre François Ier va mourir malgré tout de sa syphilis. Alors, les médecins non juifs, on dit souvent, se sont intéressés aux médecins juifs. Et vous avez deux grands médecins. Vous avez Virchow, qui est en fait le plus grand anatomopathologiste de tous les temps, qui dit que voilà, les juifs ont un talent héréditaire en médecine. Et William Osler, qui a en fait découvert l'endocardite d'Osler, a dit les juifs ont apporté ce qu'il y a de mieux dans notre science. Autrement dit, des non-juifs qui sont archi connus dès le 19e siècle, vraiment soulignent le talent des juifs. Alors, c'est vrai que la phrase la plus intéressante, c'est Jonas Salk. Alors, Jonas Salk, c'est un médecin juif né à Brooklyn qui a découvert le vaccin contre la poliomyélite. Et vous savez, la poliomyélite faisait des milliers de morts. Et on peut considérer que la découverte du vaccin de la poliomyélite a été un des plus grands bienfaits pour l'humanité. Et en fait, il a eu le prix Nobel et il a dit, en fait, pendant son discours de prix Nobel, « Nous subissons tous l'influence de la tradition et de l'héritage de nos ancêtres. À titre personnel, il n'y a pas eu d'influence consciente, mais il y a quelque chose dans ma lignée génétique ou culturelle juive. Une partie de celle-ci est peut-être la conséquence de la tradition de l'éducation juive. Une partie peut être expliquée par la diaspora avec ce nomadisme de l'esprit. Nous, les Juifs, nous sommes constamment à la recherche de moyens de rendre le monde un meilleur endroit pour tous les êtres humains. Notre but, notre tâche est de tirer le meilleur de la tradition et de l'utiliser pour construire un monde qui est plus proche de la volonté de notre cœur. » Et je trouve que c'est assez intéressant. Enfin, c'est une traduction du discours qu'il va faire pendant le prix Nobel. C'est assez courageux de parler ça. C'est finalement, est-ce que
il y a beaucoup de juifs médecins, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas chez les juifs ce souhait d'améliorer l'humanité? Est-ce que ce n'est pas une sorte de petite caractéristique qui est propre à nous? Alors, dans mon topo, il y a 2 médecins juifs. Quand on fait un sondage, si j'avais dû demander avant de commencer, 2 personnes, tout le monde aurait dit Maïmonide et Freud. Mais il n'y a pas que Maïmonide et Freud, et donc en fait mon idée, ça va être un petit peu avec vous, de faire un survol de l'histoire du peuple juif, et puis de pointer ces médecins juifs qui ont contribué à améliorer la médecine, avec des choses que moi j'ai appris. Honnêtement, j'adore faire des topos, parce que finalement, c'est comme ça que j'ai appris tout ce que j'ai appris. Je l'ai appris en faisant des topos et en préparant des topos. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai qu'une heure de topo, c'est des journées et des journées, mais c'est passionnant parce que vous tirez des fils d'Ariane et vous voyez des tas de choses. Alors, je ne vais pas parler de la médecine des Hébreux, mais pourquoi? Parce que finalement, à la différence de la civilisation grecque, de la civilisation romaine, la médecine hébraïque, finalement, il n'y a pas beaucoup de choses dans la Torah, mais il y a quelques petites choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le Talmud, on retrouve des notions de médecine, et en particulier, bien sûr, des notions d'hygiène à plusieurs titres. Hein, mais je ne vais pas rentrer parce que là, ça serait vraiment un topo autre que celui que je dois faire. Mais en tout cas, ce que je pense qui est intéressant, c'est que parmi les sages du Talmud, on retrouve un certain nombre de personnes qui ont des connaissances extraordinaires dans le domaine de la médecine. Moi, je retiens 2 choses. C'est 3 choses, 3 phrases du Talmud. Premièrement, buvez de l'eau bouillie et le diable sera impuissant. Deuxièmement, celui qui quitte la toilette sans se laver les mains crée un danger. Troisièmement, un homme de l'apprentissage et de discernement ne doit pas résider dans une ville sans médecin. Ça fait partie des 10 choses importantes, mais ça ferait l'objet d'un autre cours. Moi, ce que je dis souvent, c'est, dans la salle ici, on a tous été à des Brit Mila. Et dans toutes les Brit Mila, de tout temps, j'ai toujours été surpris. Vous avez le Moël qui met de l'alcool sur ses instruments et puis qui fait passer au feu. Alors quand j'étais petit, j'avais l'impression de voir le type qui fait une crêpe Suzette. Et là, en fait, ça m'a toujours marqué, et de voir cette personne habillée en blanc. Tous les Moëls sont habillés en blanc. Eh bien, sachez que cette tradition de faire passer, de mettre de l'alcool dans les instruments par le Moël n'est pas en fait une tradition, est un mode d'opératoire qui date depuis le Talmud. Alors, à titre d'exemple, il faudra attendre le milieu du 19e siècle avec l'affaire Semmelweis pour savoir qu'on doit stériliser les instruments. Or là, depuis tout temps, on sait qu'il faut stériliser les instruments. Deuxièmement, le Moël est en blanc. Jusqu'en 1905, à l'hôpital Lariboisière à côté, on opéra, ou à l'hôpital Cochin, ou dans n'importe quel hôpital, on opéra en redingote. Alors que déjà, les sages du Talmud avaient imposé la tenue blanche. De la même façon qu'il y a un certain nombre de connaissances, mais ça, je parle du Talmud, par exemple, on nous dit, si un enfant meurt dans une famille, si vous avez 2 enfants qui meurent dans les suites d'une circoncision, alors il ne faut pas circoncire le 3e enfant. Et ça, il faudra attendre 1821 pour que Otto Frank découvre en fait l'hémophilie. Donc tout ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un grand nombre de bon sens, de choses qui paraissent un petit peu normales aujourd'hui, mais en tout cas qui sont importantes. Alors moi, ce que je crois qui est important, et j'en parlerai, et j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, c'est que quand le premier médecin juif qui va être nommé, enfin il faut savoir que le métier de médecin, c'est le premier métier que les juifs adoptent lorsqu'ils accèdent à l'émancipation. Mais on le verra tout à l'heure. Mais par exemple, vous avez une personne qui s'appelle David Carcassonne, qui a été le premier juif à devenir médecin en France, qui est de la famille des Carcassonne, hein, famille du comte Avenessin. Le père était rabbin. Et en fait, pour marquer son attachement à la France, il était devenu médecin militaire. Et sa thèse, qui se trouve en fait à la faculté de médecine, en fait à la bibliothèque, le thème c'est le suivant, c'est hygiène des Hébreux. Et en 1811, il reprend tous les principes d'hygiène qu'on retrouve dans la Torah et dans le Talmud, et il dit voilà, ça serait bien que dans l'armée de notre empereur Napoléon, on utilise les mêmes choses. Et donc, et c'est un des sujets intéressants, c'est un sujet sur lequel j'avais écrit un article et que je continuerai, là je dois publier bientôt un article, c'est que aussi bien dans l'armée turque
que dans l'armée américaine pendant la guerre de sécession, le général en chef, c'est un médecin juif, aussi bien chez les sudistes que chez les nordistes. Dans l'armée russe, vous avez des médecins. En fait, les médecins militaires, c'est des médecins juifs qui vont utiliser les principes du Talmud. Donc si je vous parle de ça, c'est que, en fait, véritablement, le plus important va commencer pendant le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, vous savez que c'est cette période qui dure presque 1000 ans, entre le moment où il y a la chute de Rome et le moment où on découvre en fait le Nouveau Monde par Christophe Colomb, c'est-à-dire entre 340 et 1492. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le monde occidental est plongé dans les ténèbres. C'est vraiment un monde pendant lequel, en fait, tout le savoir va être, en fait, cantonné dans les églises, dans les couvents. Rappelez-vous le film Au nom de la rose. En revanche, personne, le savoir, les livres, est tout à fait concentré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une très belle étude qui est parue il y a quelques années qui a montré qu'en fait, les Juifs, quand ils sont sortis, quand ils ont été expulsés en l'an 70, il y avait 1 million de Juifs. C'est beaucoup, 1 million de Juifs. 1 million de Juifs ont quitté ce qui était à l'époque la Palestine. Ils vont se répartir sur l'ensemble du bassin méditerranéen. En l'an 1000, il n'y a plus que 100 000 Juifs. Alors que entre l'an 70 et l'an 1000, il n'y a pas eu de massacre. Quelques petits massacres dans l'Empire byzantin, mais il n'y a pas, on n'a pas les grands pogroms, les grands massacres. On va avoir 400 000 Juifs en 1492, ce qui est rien. Et en fait, après, ça va augmenter un petit peu à partir du 19e siècle, 20e siècle. Malheureusement, avec la Shoah, ça va diminuer. Mais en tout cas, on passe de 1 million de Juifs en l'an 70 à 100 000 Juifs en l'an 1000. Que sont devenus les Juifs? Que sont devenus les Juifs? Et alors là, c'est intéressant parce que finalement, l'écrasante majorité, parce que si on avait dû se multiplier entre l'an 70 et l'an 1000, on aurait dû être 12-15 millions en l'an 1000. Et aujourd'hui, on devrait être 150 millions. Mais que sont devenus les Juifs? La majorité des Juifs se sont en fait intégrés, se sont assimilés dans les pays du bassin méditerranéen et surtout également dans le sud de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que si je fais des études génétiques, on a beaucoup de gens qui habitent le sud de la France qui sont véritablement d'origine juive. Seuls sont restés Pourquoi? Parce que être juif n'imposait que des contraintes. Premièrement, il fallait ne pas travailler le Shabbat, il fallait étudier, il fallait savoir lire et écrire pour un enfant. C'est-à-dire que son enfant, au lieu qu'il aille au champ, au lieu qu'il travaille dans les shops familiales, il fallait qu'il aille au cheder, enfin travailler, étudier. Et donc, pourquoi rester juif? Beaucoup de familles juives, en fait, devenaient en fait chrétiennes, parce que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et moins de contraintes. Mais les 100 000 personnes qui sont restées juives, avaient quelque chose de différent par rapport à l'ensemble du monde arabo-musulman et aussi occidental. C'était des gens qui savaient lire, écrire, compter, qui avaient en fait une culture que n'avaient pas les gens autour d'eux. Alors dans le monde arabo-musulman, très vite, ce qui va se passer, c'est que les Juifs, en fait, très vite, et c'est aussi bien dans le monde arabo-musulman que dans le monde occidental, deux métiers s'imposent aux Juifs, les prêts d'argent et le métier de médecin. C'est la bourse ou la vie, comme on dit bien souvent dans certains. Ce qui est assez intéressant, c'est que les Juifs vont être surtout des gens qui vont être dans les milieux, dans les villes. Ils constituent moins de 1% de la population en Europe et dans le monde arabe. Néanmoins, ils sont 5 à 8% dans les grandes villes. Et parfois, et ce qui est assez intéressant, c'est que les médecins juifs vont être 50 à parfois 80% des médecins dans un endroit. Or, en fait, le médecin juif, c'est véritablement la personne qui est très, très demandée. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Il faut comprendre aussi quelque chose d'intéressant que j'avais expliqué c'est que jusqu'en 900, n'importe qui peut s'introduire médecin. C'est-à-dire n'importe qui peut dire « je suis médecin » et que la limite entre le médecin et le guérisseur, elle est très floue. C'est qu'à partir de 900, en tout cas dans le monde arabe, qu'on impose en fait des examens pour devenir médecin. Et donc les Juifs, en fait, ils ont un savoir. D'abord, ils ont la culture pour être médecin, ils savent lire, ils savent écrire. Et pourquoi? Quelle est la différence entre un médecin et un guérisseur? Quelle est la différence? C'est très simple. C'est qu'un médecin se réfère à des livres. Un guérisseur se réfère à un savoir transmis le plus souvent par voie orale, par voie familiale. On a vu ça. C'est-à-dire que quand on prend, à partir du moment où on commence à écrire, c'est à partir du moment où on a le début de la médecine.
Donc ça écarte tous les ignorants. En tout cas, le médecin, les juifs vont avoir un rôle d'abord également dans la transmission du savoir. Transmission du savoir qui est assez intéressante parce que un juif parle un langage commun avec un autre juif, à savoir l'hébreu. C'est-à-dire qu'un juif un juif de Narbonne est capable de communiquer avec un juif de Tolède et avec un juif de Bagdad. Chose que vous avez un médecin à Paris intramuros qui parlera. Quel rapport y a-t-il entre lui et un médecin qui va vivre à Kérouan? Aucun. Donc en fait, il y a une transmission du savoir, il y a une véhiculation du savoir et il y a une sorte d'importance de l'éthique et du respect de la vie humaine. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'expérimentation, mais les médecins juifs vont très tôt, pendant le Moyen-Âge, avoir une compétence particulière. Pourquoi? Premièrement, c'est des médecins de terrain. C'est-à-dire que c'est des médecins, et on le verra tout à l'heure avec Maïmonide, c'est des médecins qui sont impliqués, qui sont dans la ville, qui sont confrontés au sein d'une communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le barrage entre eux, un médecin, et c'est la force d'une synagogue où vous pouvez avoir à la fois des ignorants, à la fois des polytechniciens, à la fois des commerçants, des artisans, des médecins. Donc le médecin juif, il est au cœur de la cité. Il y a une indépendance d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire qu'il ne vit pas dans des dogmes. Il y a un rejet de l'astrologie et de la sorcellerie. Alors, à ce propos-là, vous savez qu'on a vu récemment, par exemple, que dans les épidémies de peste, les Juifs avaient compris très tôt l'importance du chat. Or, le chat était interdit dans l'Occident. C'est-à-dire que ça représentait un chat, c'était le sorcier, c'était la sorcière, c'était le diable. Les chats étaient massacrés au Moyen-Âge. Ils étaient massacrés partout, sauf dans un seul endroit, dans les quartiers juifs. Et donc, qui dit chat dit pas de rat, qui dit pas de rat, pas de peste. Et ça va être... On a beaucoup parlé, et ça c'est des travaux d'histoire de la médecine, dans lesquels on s'est focalisé, on a dit oui, les juifs n'ont pas eu de maladie parce qu'ils avaient une hygiène importante par rapport à l'autre catégorie, à l'ensemble des catégories enfants. Non, c'est pas vrai. Les Juifs avaient des chats. Et rappelez-vous, le chat du rabbin, c'est pas anodin. Et c'est intéressant, cette notion de chat. Deuxièmement, il y a une éthique des médecins juifs. Il y a le rôle bénéfique de l'errance. Il y a le rôle de la maîtrise du langage. Et il y a un savoir-faire familial. Et puis, il y a une spécialité qui est une spécialité purement juive. C'est l'ophtalmologie. C'est-à-dire que là, les Juifs se transmettent un savoir en ophtalmologie de père en fils. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que... Et c'est assez intéressant, c'est que véritablement, s'il y a une seule spécialité où les Juifs vont se transmettre un savoir, c'est l'ophtalmologie. Alors l'ophtalmologie, c'est important parce que être aveugle, c'est être condamné à mourir. Donc les Juifs jouent un rôle important. Il y a une compétence, bien sûr, dans la médecine, mais également en extramédical. Et puis, il n'y a pas d'interdit, mais on le verra. En revanche, être juif, c'est très important. Il y a quelque chose qu'on retrouve très important et que moi j'insiste aujourd'hui, c'est que un médecin, il faut comprendre que quand on soigne, à l'époque, on soigne avec des plantes. Et qu'une plante, elle peut être à la fois bénéfique, mais elle peut être toxique. Et c'est là où il va y avoir le rôle des Arabes avec l'arithmétique, c'est que grâce aux Arabes, on va pouvoir faire des dosages. On va pouvoir calibrer une dose à injecter plutôt à donner à la personne. Et donc, on dit, si un médecin juif soigne quelqu'un, alors toute la communauté doit en bénéficier. Et il est important que le médecin juif qui soigne un puissant s'en serve pour aider sa communauté. Rappelez-vous, on est au sortir de la fête de Pourim, il y a cette notion très importante que si on approche le pouvoir, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour aider sa communauté. Et donc le rôle, on le verra aussi bien de Maïmonide, on le verra dans tout, ça sera toujours d'être un médecin proche du pouvoir pour aider. Alors j'avais écrit un petit article amusant, c'est les médecins du général de Gaulle. C'est-à-dire que le général de Gaulle à Londres a un médecin juif, c'est un médecin juif qui va l'opérer de la prostate, c'est un médecin juif qui va lui l'opérer de sa cataracte. De Gaulle a toujours eu des médecins juifs. C'est un médecin juif qui va lui présenter sa femme Yvonne de Gaulle. Donc, vous voyez, c'est quand même... Et tenez-vous bien, donc il y a ce côté médecin juif proche du pouvoir. Et d'ailleurs, Mitterrand, ça va être la Steck qui va l'opérer. Enfin, il y a cette notion que le juif... Mais le juif, et c'est
c'est grande la force des Juifs, c'est que lorsqu'il est médecin d'une personne puissante, il s'en sert pour aider sa communauté le mieux qu'il le peut. C'est pas pour rien que le professeur Steig a été nommé vice-président de la Fondation de la mémoire de la Shoah. C'est pas pour rien qu'il a joué un rôle très important dans les fonds, l'attribution des fonds en déshérence. C'est-à-dire il n'a pas écrit ses mémoires, mais probablement il a joué ce rôle important de médecin juif proche du pouvoir. Le premier médecin juif dont on va parler, je ne pourrais pas parler de tout le monde, mais Asaf Harofé va écrire le premier code de déontologie au 7e siècle. Je vous demande de lire ces choses-là parce que c'est intéressant, parce que à l'époque, il n'y a pas vraiment de distinction entre le médecin et le guérisseur. On nous dit, ne vous avisez pas de tuer quiconque par des sucs de racines, ne faites pas boire une potion abortive à une femme enceinte, ni ne réalisez pas d'adultère. Ne vous laissez pas tenter par la beauté d'une femme et ne connaissez pas un adultère avec elle. Vous ne divulguerez aucun des secrets qui vous est confié, n'accepterez à aucun prix de nuire, de détruire. Ne vous devez pas vous engager dans la voie des charlatans qui charment, exorcisent et encercelent, afin de séparer le mari de sa chère épouse et celle-ci du mari qu'elle a choisi dans sa jeunesse. Vous ne vous laisserez pas tenter par aucune richesse ni aucune rançon pour favoriser un acte de débauche. Et rappelez-vous, votre Dieu, le Dieu des esprits de toute créature, car il tient en âme tous les êtres vivants, qu'il peut faire mourir et ressusciter. Asaph résume un peu l'état d'esprit des Juifs. Il y a Dieu, et on considère que le médecin est au-dessus des hommes et qu'il est en fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est important aussi cette notion de déontologie. Alors vous allez me dire, oui, mais finalement on le trouve chez Hippocrate. Oui, on le trouve chez Hippocrate, mais probablement la force des médecins juifs, c'est d'avoir fait par la suite beaucoup de serments dans lesquels en fait ils essayent de s'adapter au monde dans lequel ils vivent. Moi, celui que j'ai adoré et que j'ai appris, si vous voulez briller en société, c'est Mashallah. Alors Mashallah, en fait, c'est un médecin juif astronome, et sur la Lune, vous avez le cratère Mashallah. On le voit, en fait, c'est en bas à gauche, à droite, c'est le cratère. C'est quelqu'un qui, en fait, a inventé l'astrolabe et qui, en fait, est-ce qu'il avait une longue vue? Non, mais il a dû passer des heures et des heures, et le type a, en fait, identifié un cratère sur la Lune qu'il a baptisé Mashallah. Et puis vous regardez, c'est sur les cartes lunaires, il y a Mashallah. Moi, je trouve que j'ai une admiration sans borne pour un type qui, presque en 800, a identifié sur la Lune un cratère. C'est-à-dire que, et c'est la force, en fait, de cette curiosité qui est de beaucoup de médecins, c'est d'être à la fois médecin, astronome, botaniste, mais on le verra. Alors, un des points les plus intéressants, c'est la traduction. La traduction, c'est intéressant parce que les Juifs vont jouer un rôle de transmetteurs du savoir. C'est-à-dire que quand les livres sont détruits par les barbares dans le monde occidental, la grande sagesse des grands califes de Bagdad va être de dire, voilà, nous, on paye à des prix d'or des livres, et surtout, on paye à des prix d'or des traducteurs. Qui vont être ces traducteurs? Essentiellement des Juifs. Mais les Juifs vont donc traduire du latin et du grec en arabe, et la force des médecins arabes, ça va être en fait d'améliorer ces textes antiques, en y apportant cette logique arabe qui est très particulière. Et donc les Juifs vont jouer, et après, lorsqu'il y aura une décadence du monde arabo-islamique, les médecins juifs vont assurer la traduction des livres en arabe, en latin, en grec, mais aussi en français, ce qui va permettre en fait de ne pas perdre tous les acquis de l'Antiquité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les médecins juifs vont être bientôt beaucoup des médecins de beaucoup de califats. Il y a beaucoup de familles comme ça. Alors, comment on devient, généralement, il y a des grandes familles, mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est des médecins qui sont à la fois talmudistes et médecins, qui vont en fait être médecins des sultans. Alors, c'est cette vieille tradition, ils vont aider beaucoup. Il y a aussi quelques médecins qui vont faire parler d'eux. Donc, il y a, moi, je retiendrai à Kérouan, un médecin qui s'appelle Ishak Im Omram. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que dans la civilisation grecque, on a une séparation entre le corps et l'esprit. Alors que chez les Juifs, le corps et l'esprit sont étroitement intriqués. Et donc, cette intrication entre le corps et l'esprit va faire que, très tôt,
vous avez ce Hitchak Omram, qui va dire, voilà, il va en fait créer le cadre nosologique du syndrome de mélancolie. C'est-à-dire que dans la mélancolie, la mélancolie qui est la dépression en particulier, eh ben, en fait, vous avez à la fois des signes psychiques, mais également des signes somatiques. Et parfois, les signes somatiques sont en avant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles digestifs, on a du mal à dormir, on a mal à la tête, on a des nausées. Ces signes en fait sont devant et en fait ils masquent les signes psychiques, mais parfois les signes psychiques sont en avant et masquent les signes somatiques. Mais lui, en fait, il va faire une description de la mélancolie et surtout il va dire ce qui est très important, c'est d'apporter un soutien psychologique aux patients et il va souligner l'importance de la musicothérapie. Alors, vous savez, quand vous allez vous voulez voir ce que c'est la force du monde arabe, c'est l'idée, Mahomet disait, des savants, il faut aller les chercher jusqu'en Chine. Le savant, c'est comme les étoiles, ça brille toujours dans le ciel. Mahomet, en fait, avait une admiration pour les savants, quelle que soit leur religion. Et donc, les califes de Bagdad ont continué, en fait, cet état d'esprit de chérir les savants. Et donc, de s'entourer de savants. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la religion musulmane, il est dit qu'il faut accorder aux malades les plus grands soins. Et il faut que les gens qui sont hospitalisés vivent dans le plus beau luxe, comme des califes. Et donc la conséquence va être la création des hôpitaux, c'est-à-dire des hôpitaux sur le modèle des palais des califes, c'est-à-dire avec des fontaines, des endroits en cours carré avec de l'aération. Vous avez des hôpitaux comme ça à Damas, à Bagdad, au Caire. En fait, c'est vraiment sur le modèle d'un palais. Et donc, en fait, il faut une aération, il faut que les gens, il y ait une cuisine intérieure, il faut qu'il y ait une administration. Enfin, tout ça, c'est très très bien organisé. Les Juifs jouent un rôle très très important dans ces hôpitaux et ils comprennent qu'il y a des pavillons de psychiatriques. Et donc, alors que dans le monde occidental, le malade psychiatrique va être enfermé, va être enchaîné, dans le monde arabo-islamique, on va lui apporter des soins. On sait qu'il faut qu'il ait du chant, de la musique, qui ait une sorte de... On s'occupe de lui. Et d'ailleurs, quand Philippe Pinel, dans les années, au XVIIIe siècle, va visiter à Séville un hôpital psychiatrique, ça va lui donner l'idée de faire la même chose à Paris. Il va aller à Kremlin-Bicêtre, où les gens étaient enchaînés, et il va demander qu'on enlève les chaînes aux malades psychiatriques. C'est le début de la psychiatrie moderne. Donc tout ça pour dire que les Juifs jouent un rôle important. Ils jouent également un rôle dans la pharmacologie. Alors c'est intéressant parce que les Arabes, ils ont inventé un certain nombre de procédés, comme l'alambic, comme la formation des alcools, comme la sublimation. Ils ont en fait entraîné une grande amélioration dans le domaine de la chimie, ce qui a en fait transformé les mécanismes de formation des médicaments. Et donc vous allez avoir des gens, et vous avez une personne qui s'appelle Shabbat Ben Abraham de Nolo, qui vit en fait en Italie, dans le sud de l'Italie, et qui va en fait, qui est alors sous influence arabo-islamique, et il décrit en fait l'intérêt d'utiliser le miel pour faire des médicaments, comme additifs, de l'alcool pour composer des teintures. Il va écrire un livre qui va en fait être un livre qui va avoir une énorme influence. Mais beaucoup plus intéressant, c'est que les Juifs vont être probablement à la base de la naissance des pharmacies. Vous avez un Cohen Elatar qui écrit le premier traité de pharmacie. Je lis. Le pharmacien, parce que jusqu'à présent, le médecin, il faisait lui-même ses médicaments qu'il remettait aux patients. Là, dans le monde arabo-islamique, on crée une formation de pharmaciens et on distingue les pharmaciens des médecins. Et donc, Cohen Elatar va faire un traité dans lequel il dit le pharmacien doit être un homme propre et religieux, craignant Dieu d'abord, puis les hommes. Il doit peser ses paroles et ses écrits. Alors il lui dit, lorsque tu te présentes dans ton local, prends la balance, essuie ces plateaux et ces étriers des saletés restant de la veille et qui les alourdissent. Ajuste-les pour que la balance soit juste. Essuie les poids. Vérifie-les au début de chaque mois, bien qu'il soit mieux de le faire chaque semaine.
Lorsque tu prends un récipient pour y préparer un sirop, une eau, une huile essentielle, inspecte-le afin d'y mettre quelque chose et observe-le avant de le couvrir, car il sera scellé de ton cachet. Il faut que les cuillères soient sorties chaque jour et chaque soir, rendues propres au point qu'il n'y subsiste aucune odeur et qu'elles soient enveloppées dans du linge propre. En fait, on a des règles d'hygiène dans la pharmacie qui sont élaborées par Cohen et Lattar et qu'on utilise encore aujourd'hui dans toutes les préparations pharmaceutiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que également les Juifs comprennent l'importance de l'observance. C'est-à-dire qu'on sait, nous, aujourd'hui, que lorsque je donne un médicament, une personne sur deux ne prendra pas son médicament jusqu'à la fin. Et le plus grand exemple, ce sont les enfants qui ne refusent les médicaments. Alors, quand on donne de l'augmentin qui a un goût de fraise, eh ben, on le doit à un Juif qui s'appelle Abu Daoud Suleiman Ibn Assad Ibn Jujul. Alors, c'est assez intéressant. Qui vivait à Cordoue et qui a eu l'idée de faire en sorte que les cachets aient un goût orangé. Et il dit, ben voilà, en donnant au cachet un goût orangé, ça permettra une meilleure observance. Alors, pendant ce temps-là, dans l'Europe occidentale, eh ben, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la poudre de perlimpinpin. On dorait la pilule, c'est-à-dire qu'on mettait un peu d'or sur une pilule en faisant croire qu'en mettant de l'or, la pilule était plus efficace. Donc vous voyez là, le contraste entre la civilisation arabo-islamique avec une médecine rigoureuse et la médecine occidentale. C'est également un juif qui invente les bourses d'études. Il dit voilà, il conviendrait par ailleurs de restreindre l'accès, alors il explique ça à Saladin qui va l'adopter. Et il dit, voilà, il conviendrait de restreindre l'accès aux études médicales à ceux qui ont pour cela les talents nécessaires, la rapidité de compréhension, et qui se plient à une mode de vie ascétique, rien ne devant venir distraire l'étudiant de ses études. Avant tout, il ne devrait pas être admissible que l'on étudie la médecine seulement pour gagner de l'argent. Si un étudiant impécunieux se présente toutes les qualités requises, il devrait pouvoir bénéficier d'un soutien financier. Un système d'examen intermédiaire assorti de distinctions aurait l'avantage de stimuler l'émulation entre les étudiants. Voilà, c'est grâce aux Juifs qu'il y a les premières bourses d'études. Alors, moi, quand j'ai bossé en fait l'histoire de la médecine pour les nuls, tous ces petits points, je les notais. Je me disais, bah tiens, un jour, j'en parlerai dans une conférence. Mais également, c'est vrai que les Juifs sont médecins des sultans, aussi bien en Égypte qu'en Espagne. Et le plus célèbre, c'est Maïmonide. Alors Maïmonide, je pourrais en faire 3 heures, 4 heures de cours, 10 heures de cours. Moi, ce que je raconte sur Maïmonide, c'est cette histoire. Je dois faire un bouquin sur l'histoire de la migraine pour un laboratoire pharmaceutique. Ce bouquin m'est commandé par un médecin qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique qui est syrien. Je rends ma copie, un bouquin d'une 50aine de pages, je lui donne mon bouquin, il regarde le bouquin et puis j'attends le verdict et il me dit « Ton bouquin est bien, Bruno, mais tu as oublié de parler de l'apport de Maïmonide à l'histoire de la migraine. » Car Maïmonide, il m'explique que Maïmonide, c'est lui qui a en fait découvert le caractère qui touche une partie de la douleur. Elle est en fait, elle touche la moitié du cerveau, enfin du scalp. Alors je lui dis mais Bachar, tu connais Maïmonide? Et il me dit oui, bien sûr. Il me dit on a 8 heures d'enseignement à la faculté de Damas sur Maïmonide, qui est un grand médecin musulman. Et là, bon, je lui explique que moi, Maïmonide de tout temps, bien sûr, ça m'étonne parce que Maïmonide est un grand talmudiste. Il me dit non, c'est un médecin musulman. Et là, je lui écris le passage sur la contribution sur la migraine, mais bon, je le revois, je lui redonne ma copie, je dis mais je comprends pas, tu me dis qu'il est musulman, mais il est juif. Il me dit oui, mais il est devenu musulman. En fait, la vraie histoire, c'est que Maïmonide est né à Cordoue, et en fait, il est né dans une période très particulière de l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a une période horrible dans le peuple juif, dans les années 1130, où il y avait à la fois les croisades, où il y avait à la fois l'expulsion des Juifs de France. C'était une période où les Juifs n'avaient aucun endroit où ils pouvaient être tranquilles. Et donc, lui, il est né à Cordoue, il va aller dans le sud de la France, il va aller à Fès. Et à Fès, en fait, les Juifs sont persécutés. Ils sont persécutés par un régime. Dans le monde arabe, il y a eu souvent des régimes qui ressemblent un peu au régime de Daesh, c'est-à-dire avec des types complètement fanatiques. Et donc, là, les Juifs sont obligés de se convertir.
Et en fait, il semblerait que Maïmonide se soit converti. Alors, c'est un des débats. Les religieux vous disent mais non, il s'est jamais converti. D'autres qui disent oui, il s'est converti. Moi, je vais vous trancher le truc. C'est qu'en fait, il a écrit l'épître aux Juifs de Yémen. C'est quelqu'un qui lui écrit quelques années plus tard et qui lui dit est-ce qu'on doit se convertir si on est obligé de se convertir? Et là, Maïmonide, il dit quand on demande la bourse ou la vie, choisis la vie. Et sa réponse, elle était très importante. C'est-à-dire qu'il disait il n'est pas question de faire comme les chrétiens qui meurent tu vois, comme des martyrs. Si jamais on doit se convertir, il faut se convertir, mais faire une conversion de façade. Et cette parole, elle a été extraordinaire. Pourquoi elle a été extraordinaire? Parce qu'en fait, plusieurs années, plusieurs siècles plus tard, quand il va y avoir l'expulsion des Juifs d'Espagne, beaucoup de Juifs vont se convertir de façade. Et au Maroc, à beaucoup de périodes, il va y avoir des périodes où vous avez dans une petite ville un souverain qui va décider en fait une conversion des Juifs. Et les Juifs en fait vont faire des conversions de façade pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis après, ils reviennent Juifs. La plus belle histoire, moi, que je trouve toujours assez intéressante, c'est, je vous reprends, mais par exemple, Mendès France, il raconte que son arrière-arrière-arrière-grand-père est venu, c'est-à-dire sa famille s'est convertie au catholicisme en 1492, ils ont vécu comme des chrétiens, et puis en 1780, le Mendès a traversé l'Espagne, les Pyrénées, il est arrivé en France, il est devenu juif. Et ça, des destins comme ça, on en a des tas. C'est-à-dire des gens qui, pendant 200 ans, savent qu'ils sont juifs, n'ont rien de juif, ou très peu de juifs, mais qui peuvent se réactiver en juifs. Et donc, Maïmonide va devenir médecin. Alors, pourquoi il devient médecin? C'est assez intéressant parce que Maïmonide va avoir un périple, il va arriver au Caire. Et quand il arrive au Caire, eh ben, il y a une communauté qui lui demande d'être rabbin. Et là, il dit cette phrase qui est terrible, si tu veux être respecté et ne pas devoir des riches, alors il faut avoir un métier. Parce qu'un bon rabbin, ce n'est pas quelqu'un qui fait que rabbin, parce que s'il doit dépendre de la communauté, alors son avis ne sera pas bon. Il dit, voilà, une pièce gagnée en travaillant, que ce soit le travail de couturier, de menuisier, de tisserand, est plus cher à mes yeux que la place de chef de tout notre peuple. Si tu t'emploies avec eux, tu seras délaissé. Si tu acceptes d'eux un salaire, tu auras honte. C'est pourquoi je te conseille de t'investir dans le travail, l'étude de la médecine et une étude de la Torah pour elle-même. Et donc Maïmonide va être médecin pour avoir cette indépendance d'esprit vis-à-vis de la communauté juive du Caire. Il dit, aime le métier et déteste le rabbinat. C'est-à-dire qu'il est contre le rabbinat professionnel. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est des passages qu'on n'entend pas trop et qu'on n'aime pas trop évoquer. Maïmonide, il a plein de casquettes. Il est médecin, il est enseignant, il est leader communautaire, il est théologien, il est philosophe, il est également astronome. Il va écrire un nombre colossal de bouquins sur les hémorroïdes, sur les médicaments, sur les poisons. Alors c'est intéressant parce que le médecin, il est capable en fait de différencier le poison qui tue du poison qui peut guérir. On sait tous, la digitaline, ça peut tuer à forte dose, l'aspirine à forte dose, ça peut tuer et ça peut guérir. Enfin, je vous en sors tout le monde connaît ça. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne vais pas retenir, j'ai pas le temps, mais ce que je peux vous dire, c'est que Maïmonide, il dit que voilà, c'est assez intéressant, il dit voilà, il y a la médecine, mais il n'y a pas que la médecine. Il y a 3 pans dans la médecine. Il y a la médecine curative, je donne un traitement. Il y a la médecine préventive, je préviens la maladie. Et il y a la médecine de suivi pour les personnes âgées. C'est novateur. Il dit voilà, la première chose à considérer est la provision d'air frais, d'eau claire et une nourriture saine. Alors pourquoi je vous dis ça? Il vit au Caire, quand Paris est un espèce de petit village de merde, entre 2 fleuves, sur la Seine. Le Caire compte presque 1 million d'habitants. Il y a des maisons et on est confronté à une civilisation urbaine tout à fait inédite. C'est-à-dire il y a du bruit, il y a la pollution, il y a les problèmes d'évacuation des eaux. Il dit voilà, ce qui est important également, la force de Maïmonide, et c'est si vous devez retenir qu'une seule chose,
Maïmonide dit, il faut adopter une attitude médiane. Il dit, voilà, il considère que ça sert à rien. Alors l'homme doit s'éloigner des choses qui détruisent le corps et s'orienter vers celles qui lui apportent la santé. L'homme mangera seulement s'il a faim et ne boira que s'il a soif. Et il dit, il faut que l'homme soit naturel, qu'il chemine sur le chemin intermédiaire, qu'il mange ce qu'il a à manger de façon équilibrée, qu'il boive ce qu'il a à boire de façon équilibrée, qu'il copule avec ce à quoi il doit copuler de façon équilibrée. Et voilà. Autrement dit, ça sert à rien d'être un ascète, ça sert à rien d'être un obsédé sexuel, ça sert à rien de bouffer, ça sert à rien de rien bouffer. Bref, l'attitude intermédiaire. Et il dit voilà, pour quiconque s'habitue à suivre ces principes, à moins qu'il soit affligé par les maladies, il vivra très vieux et finira par mourir de vieillesse. Il n'aura pas besoin de recourir à un médecin. Là, attendez, on est au XIIe siècle, c'est quand même assez fort. Et il dit, voilà, il faut une alimentation saine pour un corps sain, voilà. Et puis surtout, il dit, voilà, il faut tenir compte du psychisme. Pourquoi ? Parce que lui, c'est véritablement, il va s'inspirer, il va faire beaucoup de choses. Il dit, voilà, si son appétit tombe, il l'excitera par des aliments appétissants, délicieux et digestes. De même que si une humeur noire l'attaque, il l'ôtera en écoutant des chansons et des airs de musique. Et il explique qu'un médecin, il ne faut pas qu'il se comporte, il faut qu'il y ait une certaine empathie. Il dit on doit raconter au malade des choses qui l'égayent pour le détendre, l'apaiser. On doit lui apprendre des choses nouvelles pour détourner ses pensées pour qu'il en rie, lui et ceux qui l'entourent. On doit choisir comme serviteur du malade quelqu'un qui le réjouisse. Écoutez, à vous de prendre un médecin comme ça et vous serez en bonne santé. Mais surtout, moi, ce que je trouve assez intéressant, et ça c'est un article que je dois terminer, qui m'a été commandé, parce que j'ai fait une conférence sur ce sujet à Versailles, et puis il y a quelqu'un qui me l'a commandé, c'est le rôle de médecin du sport. Maïmonide, il dit très simplement, il dit le meilleur exercice, c'est celui qui favorise l'élimination de l'organisme de tous les éléments qui ont été absorbés par les muscles des jambes et qui sont plus durs que la chair. Alors il dit, voilà, il dit celui qui pratique des exercices physiques tous les jours avant le repas ne craindra que faiblement la maladie. L'hygiène de la vie passe par l'exercice effectué sans excès mais régulièrement. La quantité de l'exercice ne doit pas l'emporter sur la qualité de la prestation. Et il dit voilà, parmi tous les sports, le meilleur des sports, c'est probablement un adepte du football avant l'heure. Il dit va vivre le ballon. Il dit c'est supérieur aux autres, ça fait travailler tous les organes, ça permet de faire n'importe qui peut faire du ballon. Et il dit on permet de moduler l'intensité de l'exercice en fonction des capacités. Il dit qu'il faut surveiller l'aspect du sportif sur la sudation et la température. Pas d'exercice s'il y a un excès de chaleur ambiante. Et puis attendre la digestion complète pour faire du sport. Bref, vous avez compris, c'est un véritable médecin sportif. Et ça, c'est aussi des choses intéressantes avant l'heure. Alors, par la suite, quand tous les médecins juifs vont lire les traités de Maïmonide, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont répéter ce qu'ils ont lu chez Maïmonide. Tout ce qui est dit chez Maïmonide, ça va être parole d'évangile pour tous les médecins juifs pendant des siècles et des siècles. Et donc, alors des fois, c'est adoré parce que souvent des gens me disent « Ah, mais pour lire Maïmonide, il faut lire l'hébreu. » Non, Maïmonide n'a pas écrit les choses en hébreu. Tout ça, il l'a écrit en arabe. Et donc, les traductions des livres de Maïmonide, je ne les ai pas trouvées en arabe, je ne parle pas arabe, mais je les ai trouvées en espagnol, avec des très bonnes traductions. Mais il dit, voilà, l'air des rues et des villes comparé à l'air des champs correspond à l'eau épaisse et trouble comparée à l'eau claire. L'explication en est la hauteur des bâtiments, l'étroitesse des rues, où stagne l'air qui se remplit d'impuretés provenant de toutes sortes de déchets. Il dit, voilà, quand on doit choisir un appartement, il faut un étage. Alors, c'est Stéphane Plaza avant l'heure. Il faut un étage supérieur au soleil. Les toilettes doivent être situées aussi loin que possible des salons et des chambres. L'air doit être maintenu au sec. L'air pur est essentiel pour préserver la santé du corps. Voilà. Vous avez compris, Maïmonide, c'est vraiment le top du top. Alors, il y a d'autres médecins qui vont intervenir. Vous avez Ibn Chaprout. Alors, Ibn Chaprout, c'est le médecin qui est médecin du sultan, mais qui se mêle un peu de politique, qui va devenir un peu le ministre des Affaires étrangères du prince de plusieurs rois, et qui va jouer un rôle important dans la communauté juive espagnole, et qui va en fait entretenir une correspondance avec Joseph, le roi des Khazars, pour lui expliquer l'intérêt de la religion juive. Alors, on a trouvé dans la Guéniza, c'est-à-dire en fait dans les endroits où on mettait toutes les archives de la synagogue du Caire,
on a trouvé des parchemins où Ibn Shaprut vante les mérites de la religion juive au roi des Khazars, et donc il a probablement joué un rôle très important dans la conversion des Khazars au judaïsme. Alors il y a des grammairiens, il y a Benjamin Tudel, si vous voulez lire un livre extraordinaire, c'est en fait un voyageur, un médecin voyageur, et il va avoir un trajet extraordinaire, il écrit le livre des voyages, vous le trouverez sur Amazon, le type il visite l'Europe entière, et il descend à Aden, il fait un énorme voyage où il raconte ce qu'il voit, et en fait il fait ce voyage avec les communautés juives, c'est passionnant. Et puis, il y a un autre médecin juif qui s'appelle Judah Halevi, qu'on connaît tous, qui est l'auteur d'un beau poème. C'est vraiment le précurseur du sionisme. C'est le type qui montre un attachement énorme à Israël et qui va en fait mourir devant Jérusalem, piétiné par un cavalier arabe. Et il écrit alors que mon cœur se trouve au levant, je me trouve en couchant. Comment avaler mon repas, comment l'apprécier, comment faire face à mes engagements, à mes obligations, quand Sion à la croix s'actache et quand ma corde au croissant est prise. Tout oublier et tout abandonner, l'Espagne et ses abondances, mes yeux t'en veulent contempler la poussière du sanctuaire désolé. En fait, c'est véritablement le personne le plus attaché. Il a fait des super poèmes sur l'attachement des Juifs à Eretz Israël. Alors dans le monde occidental, alors là, ce sera le thème. Ce qui est assez intéressant, c'est le thème du juif. Alors vous voyez pourquoi j'ai trouvé que ce thème du juif, c'est le nez. Alors on le verra pour le prochain cours. C'est comment en fait on a créé cette image du corps juif différent du corps non juif. Mais ça, je ne veux pas vous en parler aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on parle du juif qui soigne, mais également on parle du juif qui empoisonne. Et donc on a Charles le Chauve en 877. On dit qu'il a été tué par Zédéchias, le médecin qui était un médecin juif. C'est assez intéressant parce que cette notion de médecin empoisonneur, on le retrouvera souvent. Et le médecin qui cherche à profiter des gens. Et donc, quand il y a des affaires d'empoisonnement, quand il y a des juifs, des médecins juifs qui sont dans des affaires, cette notion d'empoisonnement, on la retrouve à plusieurs reprises. Alors il y a également les médecins juifs qui deviennent médecins du roi et puis qui se convertissent à la religion catholique. Et donc vous avez Pierre-Alphonse qui était né Moïse Soferdi, qui était le renégat et qui va faire comme toujours des textes contre les juifs dans lesquels en fait il critique le peuple juif, le Talmud. C'est les plus grands, c'est les types qui vont avoir l'action la plus nocive. Il y a également des juifs qui sont accusés de crimes rituels. En 1475, dans une ville qui s'appelle Trente, dans le sud de l'Espagne, de l'Italie, on accuse les Juifs d'avoir tué un enfant qui s'appelait Simon. Et Simon va être canonisé, ça va devenir Saint-Simon de Trente. Il faudra attendre 1963. Il y aura il va y avoir des processions en son honneur. Et jusqu'en 63, il y a des processions pour cet enfant qui a été victime de Juifs, en particulier de Brunetta, qui était un médecin juif. Alors dans le sud de la France, les Juifs s'installent. Ils s'installent un peu partout, à Avignon, Orange, un peu partout. Et c'est vrai qu'il y a une spécialité des Juifs dans le sud de la France, c'est les Thibonides. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de Ibn Thibon, qui vont en fait traduire les livres d'arabe en latin ou en vieux français. Et là, ils vont en fait jouer un rôle très important dans ce passage en fait du témoin. Vous allez avoir à Salerne, le début, un changement complet à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire que d'une médecine scolastique, en fait, qui avait lieu que dans les couvents, on va commencer à avoir une médecine universitaire. On commence à créer des universités, et Salerne, c'est en sud de l'Italie, et c'est là où l'Italie va s'illustrer, c'est qu'il y a une grande tolérance. Et là, à Salerne, on dit qu'elle est créée par des médecins juifs, des médecins musulmans et des médecins chrétiens. On enseigne la médecine. Et donc, il y a un certain nombre de médecins juifs, notamment Moïse Farachi Ben Salem, connu sous le nom de Farragut. Mais également à Montpellier, la faculté de Montpellier, si vous regardez l'histoire de la faculté de Montpellier, elle est créée par des médecins juifs. Vous allez avoir quelques médecins juifs qui vont être professeurs, notamment Jacob Akaton, mais également Yehuda, qui est le directeur de la faculté de médecine de Montpellier au XIIIe siècle. Alors, l'Église, dans tout ça, elle a une attitude très ambivalente vis-à-vis des Juifs. De tout temps, les Juifs ont été médecins des papes, parce que les papes, dans leur grande hypocrisie, se faisaient malgré tout, et dans leur grand antisémitisme, se faisaient soigner par des Juifs.
Et on dit que, par exemple, Innocent VII est mort à la suite d'une transfusion par un médecin juif. Mais Pie IV émet un édit dans lequel il interdit les chrétiens d'employer des médecins juifs. Et là, ça va être en fait une sorte de didacte. Pour la première fois, on interdit aux juifs de soigner des non-juifs. Pour la petite histoire, en 1933, quand Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne, à peine quelques mois, 6 mois après sa prise de pouvoir, il fait une des premières lois, c'est également interdiction aux juifs de soigner des non-juifs. Oui. La loi exacte promulguée par Hitler, c'est que la sécurité sociale allemande ne remboursait plus les patients qui allaient chez le médecin juif. Tu as raison. Oui, tu as raison. Et après, a découlé en fait le terme, les juifs ne pouvaient plus être non plus médecins, mais un terme allemand, ils n'avaient plus le droit d'être médecins. En tout cas, interdiction de soigner des non-juifs. À la Renaissance, c'est intéressant parce que la Renaissance, qui dit Renaissance, c'est la renaissance du corps. On renaît le corps, on réapprend ce que c'est que le corps. Renaissance, en fait, c'est la naissance de l'imprimerie, donc diffusion du savoir médical, mais également en fait découverte de l'Amérique. Et là, en fait, au même moment, en 1492, on a une expulsion des Juifs d'Espagne. Et moi, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que les Juifs vont aller un peu partout dans l'Europe entière. Et c'est là où c'est assez intéressant de voir que, par exemple, sur la Santa Maria, alors on a dit que Christophe Colomb était juif, mais sur la Santa Maria, en tout cas, le médecin à bord était juif. L'honneur est sauf, il s'appelait Bernal. Alors, c'est assez intéressant de voir aussi qu'il y a une autre personnalité qui s'appelait... Beaucoup de Juifs vont, en fait, aller dans le Nouveau Monde quand il y a les débuts de l'Inquisition. Alors, c'est 1534 au Portugal, 1492, début de l'Inquisition en Espagne, c'est-à-dire que beaucoup de Juifs vont au Portugal. Et très vite, il y a cette notion très particulière, c'est-à-dire que si vous prenez un Indien et que vous le convertissez à la religion catholique, ça ne pose pas de problème. Mais un juif qui est converti au catholicisme, il y a toujours cette suspicion ils vont rester des nouveaux chrétiens. On considère qu'ils ont un sang particulier, un sangré particulier, que le juif n'a pas le même sang qu'un espagnol de souche. Et donc, on les suspecte. Et l'Inquisition, on sait les dégâts que ça a pu avoir. Donc beaucoup de Juifs vont partir, vont trouver comme solution soit d'aller en Europe, en particulier à Amsterdam, comme on va le voir, soit d'aller dans le Nouveau Monde. Et là, au Portugal, vous avez un médecin qui s'appelle Garcia de Horta, qui va aller à Goa. Et en fait, à Goa, il va en fait s'imprégner, il va étudier les plantes médicinales, il va étudier la médecine indienne, on va lui expliquer tous les inscrits. Et en fait, il va écrire un ouvrage qui va faire référence et il va créer en fait un jardin botanique à Bombay. Il va être archi connu, c'est-à-dire qu'il y a encore sa statue, il est vénéré en Portugal, mais en tout cas le pauvre, il va être dépisté comme juif et il va être en fait brûlé en Inde portugaise parce que considéré comme un marane. Il y a un autre juif qui s'appelle Andrés Laguna de Sevilla, qui va créer le Jardin botanique royal de Madrid, qui lui, en fait, également va s'intéresser à la botanique. Mais beaucoup de Juifs vont aller en Italie. Et en Italie, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont s'illustrer, notamment Judas Ben Isaac Abravanel, qui va être le médecin, en fait, qui va s'installer à Naples et qui va, en fait, écrire des ouvrages philosophiques dont vont beaucoup s'inspirer Cervantes pour écrire Don Quichotte. Alors, en Italie, vous avez une ville j'ai parlé tout à l'heure de Salerne, mais également Padoue. Alors, Padoue, il y a la naissance des amphithéâtres. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'amphithéâtre, on fait des dissections. Et là, vous avez des médecins juifs qui s'illustrent pour montrer, en fait, l'étude du corps humain. Alors, tout le monde regarde tout ça. Et à Padoue, il va y avoir plusieurs personnes qui vont s'illustrer, notamment Joseph del Mendigo, c'est-à-dire que c'est un juif qui vient de Crète, et qui va en fait devenir mathématicien et astronome, mais qui va faire des travaux kabbalistiques extrêmement renommés. Une personne qui s'appelle Tuvia Cohen, qui sera par la suite médecin dans l'Empire ottoman, et qui va en fait comparer, c'est amusant, alors ça vous le retrouvez dans beaucoup de textes, il va comparer le corps humain à une maison,
Et il explique qu'en fait, le système du corps humain, c'est comme une maison. Il y a tout un système de communication entre chaque organe, un peu comme une maison. Alors, en France, vous allez avoir une personne qui s'appelle François Sanchez, dit le sceptique, qui va être médecin marane et philosophe, alors toujours médecin et philosophe, qui lui va inspirer très fortement un de ses élèves qui s'appelait René Descartes et qui va utiliser beaucoup des préceptes qu'il va écrire pour écrire ses livres. Et puis également, il y a Nostradamus. Nostradamus, qui est médecin, né dans une famille juive provençale, qui observe le judaïsme en secret. Nostradamus parle l'hébreu. Et Nostradamus restera quand même le personnage important en France au moment de la Renaissance. En Angleterre, vous avez une personne qui s'appelle Rodrigo Lopez, qui est un marane, qui lui, en fait, va devenir le médecin d'Élisabeth I de Robert Dufay et qui va, en fait, devenir très riche et qui renie complètement... Enfin, lui, il dit qu'il n'est pas juif du tout. Néanmoins, il est impliqué dans tellement d'intrigues qu'à la fin, il se fait arrêté, emprisonné, zigouillé, et jusqu'au dernier moment, il crie « Je ne suis pas juif, je ne suis pas juif ». Ce personnage va inspirer Shylock dans Le Marchand de Venise et par la suite, en fait, dans toute la littérature antisémite. Voilà, Rodrigo Lopez, un médecin juif. À Anvers, vous allez avoir Amatus Lusitanus, qui va en fait la première fois décrire la splénomégalie dans le paludisme, qui va faire pour la première fois le drainage des pleurésies purulentes, car pendant très longtemps, la chirurgie était interdite. La chirurgie se limitait à des incisions d'abcès, mais également à des réductions de fractures. Et lui, c'est le premier qui a l'idée d'enfoncer un trocard dans l'organisme d'une personne pour évacuer le pus qui était dans la plèvre. À Amsterdam, il y a un médecin. Si vous allez au musée Van Gogh, vous verrez ses peintures. C'est Ephraim Bueno, qui est en tête un médecin juif originaire du Portugal, qui a été diplômé de Bordeaux et qui était le médecin de Rembrandt et qui en fait a été peint à plusieurs reprises par Rembrandt, qui va en fait utiliser ce personnage on pense qu'il l'a payé avec ses peintures. Vous avez également un autre personnage qui va être intéressant, c'est Manassé ben Israël. Et c'est là, tout à l'heure, où je vous ai dit, cette histoire, c'est que les Juifs sont expulsés d'Angleterre. Et lui, Manassé ben Israël, d'Amsterdam, va aller en Angleterre, va voir Cromwell, et va lui dire, voilà, il faut que l'Angleterre réintègre les Juifs si l'Angleterre veut être un grand pays. Si l'Angleterre veut rivaliser avec l'Espagne et avec la Hollande, il faut qu'il fasse appel aux Juifs, et en particulier aux commerçants juifs. Et en fait, il va tellement militer que ça va permettre le retour des Juifs en Angleterre, avec en fait la richesse que va pouvoir avoir l'Angleterre. Et il dit, on considère que la dispersion des enfants d'Israël dans le monde entier comme le prélude à l'avènement du Messie. Les Juifs doivent donc réintégrer au plus vite le royaume d'Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, Cromwell, qui est très croyant, très religieux, il lui fait la métaphore de Moïse. Il faut que toi, Cromwell, tu sois comme Moïse, que tu sois en fait la personne qui ramène les Juifs en Angleterre. À Moscou, vous avez le médecin de Catherine. Vous avez une personne qui s'appelle Isaac Lampretti, qui est également fait parler de lui parce qu'il va se spécialiser dans la vérole, et dans le livre, dans l'encyclopédie de Diderot, c'est lui qui écrit l'article sur la vérole. Et puis, en France, il y a deux grands personnages. Premier personnage, c'est Jean Astruc. Alors, Jean Astruc, c'est le médecin de Louis XV, personnel. Et puis, il y a un deuxième personnage qui s'appelle Isaïe Serf-Ullmann. Alors, ça ne vous dit rien. Mais Isaïe Serf-Ullmann, alors Jean Astruc est un grand médecin, bon, je ferai un article, et qui a donné des descendants non moins célèbres, dont Alexis ici présent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous allez par exemple à Paris et que vous allez dans le 5e arrondissement, vous verrez le Panthéon. Sachez que le Panthéon, quelle est l'histoire du Panthéon ? Louis XV se trouve à Metz. Il est malade, à en crever. Tous ces médecins ne savent pas le soigner et on fait appel à Isaïe Serf-Ullmann, qui est un médecin juif, qui soigne Louis XV. Et Louis XV, qui est à l'agonie, il s'en sort et il dit, mais dans un moment de bonté, il dit, mais j'ai été soigné par un médecin, je veux qu'on crée une église en son honneur. Le problème, c'est qu'on avait oublié de lui dire qu'il était juif, et donc on va créer le Panthéon en l'honneur de la guérison de
de Louis XV. Donc normalement, le Panthéon aurait dû être une synagogue. Également, Élie Montalto, qui est en fait le médecin de Marie de Médicis, et qui est en fait un médecin assez intéressant parce qu'il est juif et il ne renie pas son judaïsme. Et Marie de Médicis veut l'avoir auprès d'elle. Mais il lui dit, voilà, moi je suis juif. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que quand il va mourir, en fait, il va être embaumé et envoyé à Amsterdam pour être enterré à Amsterdam, parce qu'il ne peut pas être enterré en France, parce que les Juifs ont été expulsés en fait de France et ils n'ont pas le droit de rester en France. Alors la plus grande personne, la personne la plus intéressante, et moi que je trouve un des personnages les plus extraordinaires, c'est Jacob Rodrigue Pereire. Alors Jacob, il faut comprendre que les sourds et muets, dans la tradition juive, alors que dans la tradition catholique, dans la tradition grecque, romaine, c'est considéré comme des animaux, chez les juifs, le sourd-muet a un statut complètement différent. C'est-à-dire qu'il est, il est intégré au sein de la communauté. Et Jacob Pereire, qui est un juif portugais, en fait, invente le langage des sourds et muets. Il devient très célèbre en son temps parce que pour la première fois, il arrive à communiquer avec des enfants sourds et muets. Il est reçu à la cour du roi Louis XV et Louis XV lui dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et le type dit « Je veux qu'il y ait un cimetière juif pour les juifs à Paris. » Et donc on va créer un cimetière pour les juifs portugais, rue de Flandre, à Paris, qui existe, hein, c'est entre deux HLM rue de Flandre, c'est le plus vieux cimetière qui a été créé grâce à Rodrigue, à Pereire. Mais le problème, c'est que l'Église catholique voit d'un très mauvais œil ce juif qui a une importance dans l'éducation des sourds-muets. Et donc, il y a la crapule qui s'appelle l'abbé de l'épée, qui va en fait s'attribuer tous les travaux de Pereire. Et donc, il va être la personne qui va créer l'école des sourds-muets. Et à mon grand désespoir, le centre Rabat dans le 5e se trouve rue de l'abbé de l'épée, alors que ça devrait être la rue Jacob Rodrigue Pereire. Mais croyez-moi, ça sera ma mission. On fera une rue Pereire. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais il y a déjà un boulevard Pereire. Non, c'est ces petits-enfants qui ont créé, en fait, les chemins de fer. En tout cas, c'est assez intéressant, ce personnage. À Berlin, vous avez un médecin qui va s'appeler Marcus Bloch, qui va en fait faire les premiers travaux de naturalistes, qui va faire une classification des poissons, qui va être connu. Et puis le 19e siècle, c'est un siècle extraordinaire. Alors j'avais écrit un petit article dans le journal de la MIF sur Édouard Schnitzer, dit Mehmet Emin Pacha. C'est un juif allemand qui est parti en fait en Afrique et qui est devenu d'abord médecin et puis après explorateur et qui a été celui qui a découvert les sources du Nil. En fait, c'était le type qui est allé au fin fond, qui s'est un peu converti à la religion musulmane. Et en fait, c'est assez intéressant parce que, en fait, il va vivre dans les tribus africaines. Et dans le film Apocalypse Now, le personnage de Marlon Brando s'inspire en fait d'Emin Pacha, qui s'est retrouvé en fait en Afrique, qui est devenu fou à vouloir rechercher les sources du Nil. En tout cas, médecin, juif, explorateur. Également, en Allemagne, vous allez avoir beaucoup de gens, par exemple le syndrome de Romberg, c'est inventé par Maurice Romberg, qui est juif. Le Neisseria gonorrhoeae, qui est l'agent de la gonococcie, de la chaude pisse, est découverte par un juif qui s'appelle Albert Ludwig Neisser. Le syndrome de Wallenberg, ou en anatomie, Wallenberg, c'est un syndrome, enfin c'est un aspect, un carrefour vasculaire, c'est Wallenberg. Donc un grand nombre de juifs vont s'illustrer en Allemagne. Et puis vous avez une personne qui s'appelle Jacques Joseph, qui va en fait pour la première fois réaliser les rhinoplasties. Mais en fait, il réalise les rhinoplasties sur une population juive. Et sa technique va par la suite être mise au point, en fait, améliorée aux États-Unis sur les jeunes filles juives, parce qu'on considérait que la rhinoplastie, c'était l'intervention qui permettait de passer pour un non-juif. En France, vous avez beaucoup de médecins juifs. Si vous allez au Val-de-Grâce, le fondateur du Val-de-Grâce s'appelle Michel Lévy, juif. Si vous allez un peu plus loin, rue du Faubourg Saint-Denis, l'hôpital Ferdinand Vidal, c'est un juif. Vous avez Javal en ophtalmologie qui vont inventer en fait des techniques. Hippolyte Vernheim, qui est l'inventeur de l'hypnose médicale, qui est juif.
Arnold Netter, qui va être le premier infectiologue qui va découvrir les salmonelloses, etc., est juif. Georges Hayem, qui est en hématologie, le découvreur, il va découvrir pas mal de choses en hématologie, est juif. Alors ça c'est intéressant parce que ces juifs vont surtout en fait faire des spécialités au 19e siècle qui sont en fait des champs nouveaux de découverte. C'est-à-dire que les juifs ne vont pas faire des spécialités que les non-juifs ont une grosse prépondérance. L'hématologie, l'infectieux, qui sont des matières nouvelles, c'est les matières que les juifs vont en fait embrasser, comme la cancéro au XXe siècle, comme la virologie un peu plus tard. En fait, les juifs vont toujours faire un peu les spécialités que les autres ne veulent pas faire. Alors vous avez Valdemar Mordechai Afkin qui va découvrir le vaccin contre le choléra et la peste. Et puis vous avez César Lombroso qui va faire en fait les premiers travaux sur l'anthropologie criminelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un à partir de son visage comme un criminel? En Autriche, vous avez Kaposi. Alors Kaposi, en fait, s'appelait Kohn, mais comme il était juif, il voulait devenir professeur. Donc il s'est converti à la religion catholique et il a adopté le nom de Kaposi, qui était le village dans lequel il était. Et donc il a découvert une maladie qui s'appelle la maladie de Kaposi. Voilà. Vous avez Arthur Schnitzler, qui était en fait un ORL, fils d'ORL, et qui va devenir un grand écrivain. Bien sûr, il y a Freud en Autriche. Et puis, quant au XXe siècle, il y a les prix Nobel. Alors là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ce que je rappellerai, c'est que les Juifs se sont illustrés à plusieurs reprises. C'est-à-dire que les Juifs qui constituent 0,03% de la population mondiale constituent 28% des prix Nobel de médecine, ce qui est quand même beaucoup. Et en fait, là, j'ai recensé tout le monde. Alors en médecine, Metchnikov, Ehrlich, enfin bon. Vous avez en ORL, c'est un juif barani qui a découvert l'appareil vestibulaire. Axel Richard a découvert les récepteurs olfactifs. En biochimie, tous les étudiants en médecine ont appris le cycle de Krebs. Monsieur Krebs était juif. Vous avez des juifs qui ont découvert les hormones surrénaliennes avec les corticoïdes, avec Thaddeus Reichstein. Vous avez des juifs qui ont découvert le métabolisme du cholestérol, la synthèse de l'ADN, l'ARN. En fait, bon, bref, il y a beaucoup de prix Nobel juifs. C'est un juif qui s'appelle Landsteiner qui, en 1930, a découvert les groupes sanguins. Dans le domaine des neurosciences, les juifs se sont illustrés dans plusieurs facteurs. C'est eux qui ont découvert les facteurs de croissance, la transduction du signal dans le système nerveux, dans les hormones peptides. Dans le domaine de la virologie, c'est un juif, Bloomberg, qui a découvert le virus de l'hépatite B. C'est un juif, Varmus, qui a découvert l'action rétrovirale de certains oncogènes. C'est un juif, Thémin, qui a découvert la transcriptase inverse, qui joue un rôle important. Dans le rôle de la physiologie, c'est Axel Rode qui a découvert le rôle des catécholamines. Là, je parle pour les médecins. Plus récemment, c'est un juif qui a vu le mécanisme moléculaire du rythme circadien. Et dans le domaine de l'ADN, sachez que s'il y a des recombinaisons génétiques, s'il y a les codes génétiques, tout ça, c'est des juifs. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, les juifs sont à la base de beaucoup de prix Nobel. Dans radioimmunologie, c'est une juive qui s'appelle Rosaline Yallo. La découverte des antimonoclonaux, c'est des juifs. Les anti-infectieux, vous avez 3 personnes. En fait, vous avez Chain, Fleming et Fleury. En fait, Fleming avait complètement abandonné sa découverte. C'est-à-dire qu'il avait découvert la pénicilline en 1929. Et en fait, il considérait que la pénicilline, c'était intéressant pour limiter les proliférations des bactéries dans les boîtes de pétri. Que c'était bon pour... Et vous avez un juif allemand, Boris Schein, qui, en 1940, a l'idée folle de dire pourquoi on ne prendrait pas une moisissure et qu'on l'injecterait dans le sang. Ça paraît fou, c'est comme si je vous dis injecter de la croûte de camembert. Et donc, c'est le début de la pénicilline. Donc, c'est lui et Fleming va venir dans un deuxième temps. Bon, et c'est vrai que dans l'Angleterre, on préfère mettre en avant, bien sûr, Sir Fleming à Boris Schein, mais qui sera anobli par la reine. La cyclovir, le Zovirax, c'est une jeune femme juive qui s'appelle Gertrude Elion. La streptomycine, c'est Zellman Waxman. Et en infectiologie, les prions, c'est Prusiner qui est juif. Sabin, on l'a dit, qui est dans le découverte du vaccin contre la polio. Alors, c'est vrai que les juifs, comment sont tous ces juifs qui ont des prix Nobel? Eh bien, paradoxalement, c'est assez intéressant parce que bien souvent,
ils revendiquent leur judaïsme. Et lorsqu'ils font leurs discours, on les a tous, les discours sur Internet, pratiquement tous, rappellent leur origine juive quand ils reçoivent le prix Nobel, ce qui est grande force. Sauf peut-être François Jacob. Dans le domaine des juifs médecins, c'est un juif qui s'appelle Ludwig Guttmann, qui est le créateur des Jeux paralympiques. C'est lui qui a l'idée de faire des jeux pour les athlètes qui souffrent d'handicap. Dans le domaine de la sexologie, c'est le pape de la sexologie est juif, il s'appelait Magnus Hirschfeld. C'est un juif, bien sûr, Ludwig Hirschfeld. Alors, un autre juif assez intéressant, c'est Edward Bock. Alors, Edward Bock, qui était le médecin de la maman d'Hitler. Alors là aussi, un article que j'aimerais écrire, mais bon, c'est assez intéressant, c'est en fait le type, il est médecin de la maman d'Hitler. Il s'en occupe de manière extraordinaire. Il ne lui prend pas d'argent, il est archi-humain, il est très gentil avec le petit Adolphe. Et ouais, mais bon, là, elle souffrait d'un cancer du sein. Le petit Adolphe est complètement désemparé. Il a 15-16 ans. Il assiste à l'agonie de sa maman. Le docteur Bloch est d'une gentillesse terrible. Il le prend sous son aile. C'est lui qui lui annonce que la maladie est fatale. C'est lui qui lui annonce que sa mère va mourir. C'est lui qui lui annonce la mort de sa mère. Bon, voilà, un médecin juif parmi tant d'autres. Mais ce qui est assez intéressant, et alors là, c'est fou, c'est que quand il va prendre le pouvoir, Adolf Hitler, et en 1939, enfin, lui, il va rester en Allemagne jusqu'en 1939, et Adolf Hitler va lui donner en fait un sauf-conduit pour partir d'Allemagne. Il va aller aux États-Unis, et si vous allez sur Internet, vous avez un rapport de la CIA, parce qu'en fait, il meurt en 1945, mais il est interrogé par la CIA, qui lui demande de racontez-nous le petit Adolf Hitler. Donc vous avez toute l'histoire de comment... Alors c'est génial parce que c'est des documents qui sont déclassifiés. Moi je trouve que c'est extraordinaire à Internet aujourd'hui, on a tout. Bon, vous placez tout ça à la moulinette de Google Traduction, vous avez la belle histoire d'Edward Bloch. L'inventeur de l'espéranto, c'est en fait Zamenhof qui habite Białystok et qui se dit ben voilà, le gros problème pour tout le monde, c'est l'absence de communication. Il s'aperçoit que dans sa ville, il y a des gens qui parlent polonais, des autres qui parlent yiddish. Et il dit voilà, et ce qui serait bien, c'est que pour réunir tout le monde, il faut une langue commune. Ça sera l'espéranto. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 30 millions de personnes qui parlent l'espéranto grâce à Zamenhof. Dans le domaine de la phoniatrie, c'est un juif. Dans la pédopsychiatrie, la découverte de l'autisme médical, c'est Léo Kanner qui est juif. L'UNICEF, qui finance tous les enfants qui souffrent dans le monde entier, y compris à Gaza, a été fondé par Ludwig Rachmann, qui est un médecin juif. Et plus amusant également, c'est quand Mao Tse-tung cherche des médecins pour l'armée populaire, il y a deux médecins qui vont s'illustrer, Jacob Rosenfeld et Richard Fey. Richard Fey va rester en Chine jusqu'en 2004, où il va mourir, et les deux ont été médecins dans l'armée communiste de Mao Tse-tung. Un autre médecin intéressant, c'est Armand Hammer. Armand Hammer, en fait, c'est un médecin, et en fait, son père, il est dirigeant du Parti communiste américain. Il est archi-communiste, et le type, il est d'un communisme viscéral, et quand Lénine prend le pouvoir, il a 21 ans, il décide de partir à Moscou pour soigner les Russes qui souffrent. Et là, en fait, Lénine lui dit, écoute, des médecins, on en a beaucoup, par contre, j'aimerais bien que tu nous trouves de quoi manger, parce qu'un des grands problèmes de la Russie, c'est on manque de tout, de produits manufacturés, de blé. Et donc, Armand Hammer va devenir la personne qui va gérer les flux de marchandises entre la Russie et le monde et les États-Unis. C'est-à-dire que sur chaque chose qui va rentrer en Russie, jusqu'à sa mort, il touchera de l'argent, il crée une fondation, Armand Hammer. Il soutiendra l'État d'Israël d'une façon assez intéressante. Et également, il va créer une collection d'œuvres d'art il va en léguer beaucoup à l'État d'Israël. En tout cas, personnage intéressant parce qu'il va être, en fait, il va être de tous les dirigeants jusqu'à Gorbatchev, le milliardaire rouge. C'est-à-dire que c'est un type, c'est une des plus grosses fortunes du monde, mais il est médecin, il n'exercera jamais la médecine. Mais voilà, c'était important d'en parler. Dans le domaine des médecins sionistes, vous avez Léon Pinsker et Max Nordau. Et puis, bien sûr,
Gregory Pincus, l'inventeur de la pilule. Ça, c'est quand même un des éléments fondamentaux, c'est-à-dire la pilule qui est le premier médicament qui n'est pas fait pour soigner, mais pour apporter du bien-être et qui va révolutionner, on peut dire, qui va avoir des conséquences importantes dans la révolution de la femme, dans le statut de la femme. Enfin, c'est mondial, c'est probablement la plus grande invention de tous les temps. C'est Gregory Pincus qui est juif et qui revendiquera jusqu'à la fin de sa vie son judaïsme. Alors en France, moi je pourrais, il y a tous les membres du comité de la MIF, du comité d'honneur de la MIF. Moi, je retiens quand même plusieurs choses. Friedman, Papernik sont juifs quand ils découvrent le bébé éprouvette. Que bien sûr, on a dit que l'équipe d'urologie de Cochin qui va opérer successivement Mitterrand, Pompidou est juif. Que Robert Debré était quand même fils de rabbin. Vous avez comme ça également Fernand Vidal, Kouchner qui revendique quand même une partie de son judaïsme, et bien sûr aussi Willy Rosenbaum. Voilà. Je vous remercie. J'ai essayé de faire un tour d'horizon. J'ai essayé d'être assez rapide, mais je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est de montrer cette contribution des Juifs qui est sans commune mesure avec le peu de nombre de Juifs qui existent dans le monde. Voilà. Alors, moi, quand je raconte tout ça, on était en Chine en famille. Et puis, on visite la muraille de Chine avec un guide. On était dans une voiture. Et puis, le type, on m'a dit, si vous allez à Pékin, ce qui est bien, c'est d'aller manger chez les Lubavitch. Ils ont un restaurant chinois cachère où vous mangerez super bien. Et le guide me dit, sur le chemin, on est sur le chemin, on revient de la muraille de Chine. Il dit, moi, je vous amène dans un très bon restaurant chinois. Je dis, non, nous, on a un restaurant, on voudrait aller là. Bon, et puis, il me dit, c'est quoi? Alors, je lui dis, c'est un restaurant cachère. Bon. Il me dit, c'est quoi? Alors, je lui dis, c'est un restaurant des Juifs. Il dit c'est catholique, je dis non, c'est les Juifs. Bon. Puis tu vois le type qui est là avec son iPhone, et puis qui est là, qui regarde Juif, et fait combien les Juifs sont? Alors je lui dis 13 millions. Il me dit mais c'est le quartier là. C'est-à-dire on était sur l'autoroute et on voyait un quartier. Il dit mais 13 millions, mais comment vous pouvez voilà. Et donc c'est à lui, c'est à ce guide chinois que je pense à chaque fois que je fais ce topo sur les médecins juifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Il y a eu des médecins juifs dans l'homéopathie, et bien particulier. Honnêtement, oui, mais il y a chez les Juifs un rejet de tout ce qui est, tu vois, les magnétiseurs, on est contre le magnétiseur au XVIIIe siècle, mais il y a quelques Juifs qui sont dans l'homéopathie. Il faudrait que je te retrouve. Mais il y a des Juifs, mais en tout cas, les fondateurs de l'homéopathie ne sont pas juifs. Alors, dans le domaine des juifs, il y a des choses. Par exemple, le BCG, en France, a été introduit par Veillale, mais l'accouchement sans douleur, c'est des juifs. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très, très juives. Qu'est-ce qui fait que la médecine juive, elle est différente? C'est probablement cette notion de on casse les dogmes. C'est-à-dire alors que dans la médecine non juive, on suit strictement les dogmes. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des juifs homéopathes. Voilà, mais je ne peux pas te dire plus, je pourrais chercher. Des questions? Avec plaisir. Quand vous avez parlé de Maïmonide et son passage vers l'islam, ce que j'ai vu, c'est que, en réalité, dans le guide des égarés, il met en cause un certain nombre de dogmes de la tradition juive, notamment les anges, notamment un certain nombre de choses, et il semble qu'on l'a fait partir, parce qu'il remettait en cause un certain nombre de croyances standards qui étaient dans la pratique juive de l'époque. Alors, vous avez en partie raison. Il faut comprendre que le centre du judaïsme, jusqu'en l'an 1100, c'est l'ancienne Babylone, c'est-à-dire l'Irak, avec les Gaons d'Irak. C'est-à-dire que les Gaons, c'est des gens, des dynasties qui se succèdent et qui considèrent qu'ils ont le savoir talmudique qu'ils tiennent de leur père, de leur grand-père. C'est les grandes dynasties de rabbins et c'est eux qui gèrent le judaïsme jusqu'en 1100. Mais les Gaons, il y a de tout. Il y a des gens qui sont des grands savants, mais il y a des gens qui sont des profiteurs.
Et les Gaons, en fait, gagnent de l'argent, parce que c'est des grands rabbins qui vivent... et là, ces grands rabbins ont du mal à accepter que ce rabbin, qui s'appelle Maïmonide, rejette tout ce que eux disent. En particulier, Maïmonide est contre le culte des saints. Il estime que c'est une aberration de faire des prières sur la tombe d'un grand rabbin. Il estime que, et on raconte que quand il meurt, il demande que son corps soit mis sur un âne et que là où l'âne s'arrêtera, on fera sa tombe. Alors, on nous dit qu'il est enterré à Tibériade. Si vous allez à Tibériade, il y a le tombeau de Maïmonide, mais c'est probablement pas le tombeau de Maïmonide. En tout cas, il rejette toute croyance des saints. Ça ne veut pas dire qu'il est... Mais Maïmonide, tout le monde a voulu se l'accaparer. C'est-à-dire les libéraux ont dit, il est des nôtres, mais les Lubavitch ont dit, il est des nôtres. Les traditionnels ont dit, il est des nôtres. En fait, Maïmonide, il est sans concession sur le judaïsme. Il a aucune concession. C'est-à-dire que il est un vrai observant de la loi juive. C'est-à-dire qu'à aucun moment il dira qu'il faut... tu vois, il est très strict. En revanche, il est contre tout ce qui est culte des saints, amulettes, tout ce qui fait qu'on a parfois, et qu'on se voit aujourd'hui, on a encore des traditions d'aller sur la tombe d'un grand rabbin. Lui est opposé. Oui, voilà, mais il est opposé. Mais, et puis surtout, il est résolument moderne, il est résolument pour un judaïsme. Alors, à mon avis, il a sauvé le judaïsme mondial en apportant en fait cette conjonction entre le judaïsme et la société, tu vois, en apportant en fait des éléments de la philosophie aristotélicienne, c'est-à-dire que grâce à lui, on peut vivre comme juif dans une société moderne. On peut observer tout en vivant, on peut être juif dans une société occidentale, alors que les Gaons étaient pour un mode de vie beaucoup plus rentré. Voilà, c'est peut-être la différence. Oui. Parmi les médecins juifs de Mao, il y avait un copain de mon père. Et en 1949, quand Mao a gagné la guerre, Chouanmai a demandé au gouvernement de Varsovie d'envoyer ce type comme ambassadeur de Pologne. Et on l'a rencontré, retrouvé avec mon père en 1960 à Varsovie. C'est une histoire extraordinaire. Ouais. Ah oui, parce que en fait, pendant la guerre, beaucoup de Juifs ne peuvent pas, qui quittent. En fait, il y a deux périodes. Il y a la période de 1939 où il y a l'invasion de la Pologne, et il y a quelques Juifs qui peuvent se réfugier en Lituanie, qui est encore sous. Et en fait, de Lituanie, beaucoup de Juifs ne peuvent pas avoir des visas pour aller dans le monde libre, et en fait, ils obtiennent des visas pour aller à Shanghai. Et donc, beaucoup de Juifs vont se retrouver en Asie, à Shanghai, où là, ils vont en fait faire des vies assez intéressantes. Alors, beaucoup de Juifs également, de médecins juifs, vont se retrouver par hasard en Afrique. Alors, je vous dis ça parce que c'est extraordinaire. Moi, quand on travaille sur ça, on tire un fil. En fait, vous avez beaucoup de Juifs qui vont se retrouver au Zaïre par des hasards de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Et en fait, ils vont se marier, enfin pas marier, ou ils vont avoir des enfants avec des jeunes femmes africaines. Et donc, le premier ministre du Zaïre, de je ne sais pas quelle année à quelle année, en fait, son père était un médecin juif. Il se revendiquait du judaïsme. Et d'ailleurs, le lien qui existe entre l'État d'Israël et le Zaïre est lié en grande partie à ces juifs qui étaient en fait au Zaïre. Et c'est assez intéressant parce que ces médecins juifs qui ont été au Zaïre, mais pas seulement que des médecins juifs, en particulier des juifs de Rhodes, en fait, beaucoup de jeunes partaient en Afrique, au Zaïre, mais en laissant leur famille en Europe. Et puis, au bout de 3-4 ans, ils faisaient venir une cousine pour se marier. Mais bon, entre-temps, ils avaient fait un gosse à une fille, mais ces médecins juifs ou ces juifs au Zaïre, mais ça, c'est une belle histoire parce que c'est un juif du Zaïre qui me l'a raconté, c'est que ces juifs, en fait, quand ils ont eu des enfants avec des Zaïroises, ils n'ont pas laissé tomber ces enfants. Ils leur ont fait faire des études. Et quand il y a eu l'indépendance, beaucoup de ces enfants sont devenus, en fait,
aux diplomates, aux ministres de la Santé, et voilà. Donc il y a comme ça dans le gouvernement même aujourd'hui, zaïrois, des gens qui ont des grands-pères juifs, quoi. En particulier des grands-pères médecins. Voilà, c'est les belles histoires.